Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui est très intéressant, mais souvent pas très bien compris et parfois un peu caricaturé, c'est la méditation. Notre expert du jour est Georges Lançon. Georges, pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre parcours professionnel, ce qui vous a conduit à la méditation? Pourquoi finalement vous avez choisi cette voie? Alors mon parcours, j'ai fait toute ma carrière comme tout le monde, hein. J'ai une famille, des enfants, l'obligation de nourrir. Mais j'ai eu un accident de parcours quand j'avais 9 ans. Ma sœur est décédée, elle avait 11 ans. Et à 9 ans, on est plutôt installé dans une protection parentale qui est toute puissante. C'est absolument un confort absolu. Et tout d'un coup, j'ai vu mes parents se décomposer, se liquéfier. Et j'ai, un petit peu, si je prends une image, j'ai senti que tout le décor de protection, toute la sécurité qui était liée au fait d'être un enfant à l'abri de ses parents, avait disparu. Et là, j'étais complètement envahi progressivement par une énorme anxiété, une peur. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a plus de décor, il n'y a plus rien. Je suis tout seul dans une espèce de vide. Cette sensation renforcée ensuite à l'adolescence par l'anxiété de l'adolescent qui doit affronter sa vie. Et bon, j'ai eu un enfant très jeune, à 19 ans. Bon, j'ai fait ma vie, j'ai été ingénieur, j'ai fait tout mon parcours professionnel parce qu'il fallait bien que j'assume ma vie familiale. Mais en même temps, le sous-texte de ma vie, c'était il faut que je trouve une réponse à la question de l'anxiété. Alors j'ai cherché d'abord dans l'hindouisme. 14 ans, j'ai lu mes premiers livres. J'ai eu mes premiers, alors c'était des petits CD 45 tours avec des petits livrets bleus que j'ai gardés en souvenir. J'ai jamais pu faire du yoga avec ça vraiment parce que c'était vraiment compliqué. Il n'y a pas de maître, il n'y avait personne sur la côte, il n'y a aucun enseignant de yoga à l'époque, ce qui est évidemment pas le cas d'aujourd'hui. Et puis progressivement, j'ai fait une psychanalyse très rapidement dès que j'ai eu les moyens de la faire. Et en 1979, j'ai rencontré un maître tibétain qui s'appelait Kyabye Kalo Rinpoche, qui était un grand maître tibétain, qui venait sur Nice. Et tout d'un coup, j'ai compris. Alors, les explications, il était tibétain, il parlait pas français du tout, il était traduit. Et j'ai compris qu'il y avait un travail à faire qui était un travail personnel. Et j'ai commencé, donc j'ai pris refuge avec ce maître en 1979. Et puis je suis resté à peu près une trentaine d'années, 35 ans, dans l'univers bouddhique, avec deux objectifs. Comprendre l'environnement contextuel, l'environnement, spirituel, religieux, bouddhiste, qui est très très compliqué, puisqu'il y a des images partout, il y a des personnages avec plein de bras, plein de choses qui sont absolument déconcertantes pour nous. Donc tout ça est un langage, il a fallu décoder, apprendre le langage. Donc j'ai pris beaucoup de temps pour apprendre les contenus de l'enseignement, qu'est-ce qu'il pointait du doigt, qu'est-ce qu'il signifiait comme chemin de progression possible. Et puis la pratique essentielle chez les bouddhistes, c'est la méditation. Et puis il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré Jon Kabat-Zinn, qui était un Américain, qui était également bouddhiste à l'origine, qui était également qui faisait du yoga, enfin qui était un petit peu dans le mouvement des années 70. Il était médecin aux États-Unis et il s'est dit mais la méditation, est-ce que ça peut pas être un outil pour les gens qui sont en stress, qui sont en dépression, qui sont avec des troubles d'anxiété, en stress parce que en longue maladie par exemple, comment on peut les aider à supporter cette longue maladie. Et progressivement, il a installé une clinique, alors c'était dans le Massachusetts, une clinique où il amenait les gens à travailler sur leur état intérieur, sur la stabilisation de leur état intérieur, les aider à trouver de la pacification malgré les difficultés qu'ils traversaient. Donc c'était la clinique du stress. Et très vite, il s'est rendu compte que c'est pas simplement les malades qui sont stressés, c'est que la vie c'est le stress, c'est la règle. Alors il y a un bon stress, celui qu'on arrive à résoudre, et puis un stress plus délétère, plus compliqué, celui qu'on ne résout pas. Et on est toujours, les uns et les autres, animés par ces deux types de stress, celui facile à résoudre et qui est un
un stress normal, lié au changement et à l'adaptation au changement, et puis un stress qui va générer de l'anxiété, des angoisses, peut-être de la dépression, du burn-out. Et j'ai donc décidé de me faire former à la technique de Kabat-Zinn, qui avait un intérêt particulier. Bon, moi, j'étais déjà depuis 10 ans enseignant de méditation dans le bouddhisme traditionnel. Mais là, je trouvais une pointe d'entrée qui était assez intéressante parce qu'elle permettait de parler à tout le monde. On n'était pas obligé de passer par les formes institutionnelles du bouddhisme traditionnel. On pouvait simplement parler aux gens de stress, d'état émotionnel, de pensée, de stabilisation de la pensée. Qu'est-ce qu'on fait quand on médite? Qu'est-ce qu'on fait quand on s'assoit? Parce que là, on parle d'il y a 10 ans, c'est ça? Ça, c'est il y a 10 ans. Voilà. Il y a 10 ans, la méditation encore, c'était un peu trop associé. Alors, il y a 20 ans, il ne fallait pas en parler. Ouais. Il y a 20 ans, il fallait cacher. Il y a 30 20 ans, enfin 2004, enfin 2005 du coup. Enfin, vraiment 20 ans, ça me semble... Disons, le début des années 2000, il fallait être vraiment très soft sur la possibilité d'exprimer dans le public la méditation. Dans les centres bouddhistes, dans les milieux bouddhistes, pas de souci, ça marchait très bien. Mais c'est rentré progressivement dans la société à partir des années 2006, 2007, 2008, quand les Français sont allés chercher chez Kabat-Zinn l'enseignement d'une méditation, on va dire laïque, en tout cas qui ne rentre pas dans une institution religieuse, et on peut méditer sans être bouddhiste, sans être quoi que ce soit. On peut très bien faire de la méditation simplement dans un contexte totalement laïque. Ce qu'on a fait. Donc je suis maintenant enseignant certifié de méditation. J'ai tout mon background bouddhiste qui reste la force vive de mes intentions d'enseignement. Et puis j'ai l'outil MBSR qui est un outil pratique parce que on peut parler à tout le monde, aux chrétiens, aux musulmans, aux athées, à tout le monde, à tous ceux qui souffrent de stress. MBSR. C'est quoi MBSR? Mindfulness Based Stress Reduction. D'accord. C'est la méditation de pleine conscience en fait. C'est la méditation de pleine conscience. Alors, dite de pleine conscience. Pourquoi on parle de méditation de pleine conscience quand on traduit ça? Parce que méditer en français, quand on regarde le dictionnaire, n'est-ce pas? Là, on allait déjà demander ce que c'était la méditation pour entrer un peu dans le sujet. Peut-être qu'on rentre plus là-dedans pour être dans l'ordre. C'est parfait, c'est ce parfait. que j'allais faire, mais c'est bien poser la question. C'est bien d'annoncer aussi, parce qu'on avait voilà. un peu prévu d'annoncer le truc, donc on s'est passé. Okay. Voilà. Si jamais ça va trop vite, après on... Mais voilà, non mais c'est juste l'avant-propos. Hein. On voulait voir un peu... les bienfaits de la méditation, donc on vient un peu en parler, donc le stress, voilà. Et surtout, le côté qui est... Ça m'intéresse moi de savoir le côté où avant, qu'est-ce qu'on en pensait vraiment. Et c'était vraiment le côté religieux que les gens ils avaient en tête quand on parlait de méditation, quoi. Aujourd'hui, c'est genre petit bambou. Petit bambou, c'est une expression quasiment pour dire détends-toi. C'est pas de la méditation, petit bambou. Alors... J'en suis sûr qu'on peut avoir un débat là-dessus. Non, mais c'est clair. Ce que je voulais dire, c'est que ça rentre dans la... Mais c'est bien de faire petit bambou. Hein. Je veux dire, ça rentre un peu dans un vocabulaire pour dire petit bambou, donc méditation, donc détends-toi, donc la méditation détend, donc déstresse. Donc en fait, ça devient un peu un langage... ça devient quelque chose automatique, quoi. Ouais. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Ouais. Après, moi, la méditation, je crois que c'est toi qui m'as amené dedans. Parce que je sais pas si avant, non, je pense que c'est toi qui m'as amené dedans. Mais du coup, moi, ça m'aide vraiment et je comprends pas ceux qui pensent que c'est du fake. Enfin bon, c'est vraiment intéressant. Il y en a de moins en moins. Hein. Ouais, il y en a de moins en moins. Il y en a eu beaucoup. Hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est dans le fond la méditation alors? Pour expliquer brièvement ce que c'est, le terme lui-même, il est mal compris encore un peu. D'abord, il faut clarifier quelque chose. Quand on est dans l'environnement culturel français, occidental, méditer, c'est se pencher sur un texte et réfléchir sur un texte et passer du temps en attention sur ce texte, ses apports, ses prolongements, qu'est-ce qui nous amène. Donc cette forme de méditation n'est pas bouddhiste. Dans le bouddhisme, méditer, c'est rien faire. C'est juste rien faire. Sauf que c'est un peu compliqué parce que quand on fait rien, il se passe plein de choses. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce qui arrive? Alors,
moi, j'ai l'habitude d'utiliser une définition dans tous les enseignements que je fais. Méditer, c'est porter son attention intentionnellement, d'instant en instant, au moment présent, sans jugement. Je vais décliner chacune des parties de cette définition. Porter son attention, ça semble évident. En fait, on est dans la vie ordinaire, on fait attention à tout plein de choses en même temps. Quand on conduit la voiture, on écoute la radio, on parle avec son passager, parfois on répond au téléphone, c'est pas bien, mais on a le main libre. Parfois on pense à ce qui nous arrive, ce qui va nous arriver quand on arrive au bureau, ce qui nous est arrivé le matin ou la veille et quand on s'est engueulé avec un... etc., etc. Donc on est capable d'être multi-attention en permanence. Et on est un petit peu un capteur de tout ce qui nous traverse l'esprit dans une attention dispersée. On est un peu en pilote automatique. Quand on est sur la route, on est en pilote automatique. Ça conduit tout seul. Il y a le regard qui voit, en gros, qui est alerté s'il y a des obstacles. Mais en gros, on n'est pas vraiment là, quoi. On est partout et un peu partout à la fois. Et méditer, c'est porter son attention intentionnellement. C'est-à-dire, on choisit un objet, on choisit un lieu sur lequel on va essayer de porter notre attention et la tenir, d'instant en instant, au moment présent. L'instant, c'est quoi? L'instant, ça n'a pas d'épaisseur. L'instant, le début de mon mot, c'est le passé, la fin de mon mot, c'est le futur. L'instant n'a pas d'épaisseur. L'instant est toujours là, c'est le moment présent. Et d'instant en instant, c'est-à-dire que quand on a fait le choix de poser son attention quelque part, on y reste. Il n'y a pas de raison, on a fait ce choix-là, c'est une décision qu'on a prise, et on va voir que c'est très compliqué de le faire. Parce que quand on pose son attention au moment présent, plein de choses se passent en nous. Des pensées qui arrivent à flot continu, des émotions qui arrivent en permanence, des peurs qui peuvent surgir. Oh là là, j'ai un rendez-vous tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? Et puis des fois, des bonnes pensées qui arrivent. J'ai pas fermé le gaz. Alors je me lève, je vais fermer le gaz. Vous voyez, il y a des bonnes pensées qu'on doit utiliser, qu'on doit suivre, mais il y a toute une série de pensées qui, dans le temps où on fait la méditation, ne servent à rien. Et le dernier élément de cette définition, c'est sans jugement. Sans jugement, ça veut dire que tout ce qui arrive est légitime à être là. Et donc, je regarde, je laisse passer. Une pensée, je laisse passer. Une émotion, je laisse passer. Une chose importante à faire dans ma journée, si j'ai un papier, un crayon, pour éviter que ça m'envahisse la tête tout le long de ma méditation, je prends un papier, j'écris « Attention, téléphonez à monsieur machin à 20h15 ». Je le pose à côté et je reviens dans mon espace. En fait, quand on s'installe en méditation, on s'installe dans un espace, on va dire, protégé. Pas forcément un espace fermé, un espace protégé du brouhaha de la vie ordinaire, du brouhaha du monde. On est en train de s'entraîner. On s'entraîne à quoi? On s'entraîne à stabiliser notre esprit, stabiliser notre niveau d'attention. Et cette capacité à être présent là où on a décidé de poser notre attention, à laisser passer, est très importante, parce qu'il y a deux objectifs dans la méditation. Se détendre, se décompresser, se désinvestir du monde d'une certaine manière. Et le deuxième objectif, c'est voir clair. En tibétain, ça se dit shamatha vipassana. Shamatha, c'est rester tranquille. Vipassana, c'est voir clair. Qu'est-ce qu'on cherche à voir clair? C'est toute la question qu'on peut développer si une question est posée là-dessus. Parce que sinon, je ne vais pas m'arrêter pendant 1 heure. Oui, on voit ça. C'est passionnant. Donc... Je pense que c'est vrai que c'est intéressant. Après, on a quand même pas mal de questions sur des thématiques très précises. Mais c'est vrai que moi, ça m'intéresse. La méditation, c'est vraiment le truc que j'ai trouvé magique. C'est magique, oui. Quand j'ai commencé à l'utiliser, magique, il y a des gens qui vont penser, magie, c'est quoi cette connerie? Magique parce que ça marche vraiment et que c'est pas non plus très compliqué à s'y mettre, je trouve. Après, il y a plein de façons de faire. Moi, je fais de la méditation guidée et j'essaie de faire des choses auto-guidées. J'essaie de faire un truc... Il va falloir que tu y viennes, Nicolas.
Ah ouais. J'essaie, mais ce cas, c'est que là, ça part trop vite. C'est pas grave, ça fait partie du chemin. Non, mais je veux dire que ça vraiment, T'inquiète, viens avec moi. Non, mais ouais. Tu mets pas dans le film, ça. Hein. Pourquoi? Je recrute pas comme ça. Je m'en fous, hein, c'est pas... Non, je plaisante. Allez, je reviens sérieux. Bon, en tout cas, moi, ça m'intéresse. C'est en fait l'état le plus important que j'essaie de comprendre quand j'écoute toutes ces méditations guidées, pas forcément des mêmes personnes. C'est, bon, au final, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je sois conscient de ce que je fais. Soit respirer, soit d'être posé là, soit de sentir. En gros, c'est reconnecter à mon corps, à moi, enfin, conscient de ça. Ensuite, j'adopte un... Alors, tu l'as dit mieux que moi. Alors, j'ai dit tu, c'est bon? Oui, on s'est dit tu déjà avec Sophie, bon. Donc... Tu l'as dit mieux que moi, c'est-à-dire d'être posé, se tranquilliser. Mais ça veut dire quoi, se tranquilliser? Ça veut dire aussi se déconnecter des émotions et on les laisse passer. Les émotions, moi je peux avoir des émotions qui passent en fait, des souvenirs, des trucs, enfin, c'est très con et parfois ça me retape dans le cœur alors que ça a 10 ans, que je comprends pas. T'es juste un mec normal, hein. Voilà, peut-être. C'est tout le monde, hein. Ok, ben, en tout cas, voilà, je pense que c'est intéressant de... Je sais pas si on pourra le faire là maintenant. Nous, le premier sujet qu'on a abordé, c'est apporter une reconnexion en soi avec la méditation. Ouais. C'est déjà pas mal. Alors, on peut déjà aborder un petit sujet là-dessus. Ouais. La première question, c'est pourquoi est-ce si dur de méditer? Ouais. Ben, c'est une vaste question, ça. Pourquoi est-ce si dur de méditer? Méditer, c'est rien faire. Et rien faire, c'est ennuyeux. C'est tellement plus sympa d'aller boire un coup avec des copains, d'aller acheter des fringues, d'aller faire un footing au bord de l'eau, ou en montagne, ici on est près de la montagne, d'aller au cinéma, d'aller manger un bon repas. On a tellement d'attirance par le monde, par ce que nous offre le monde, que s'asseoir et rien faire, c'est compliqué. On a l'impression de perdre son temps. On a l'impression que c'est compliqué quand on médite. Parce que quand on fait rien, ce qui est difficile, c'est qu'on est en permanence envahi de tout ce qui surgit en nous. Ça peut être des pensées ordinaires, elles sont là. Comme les nuages dans le ciel, elles fuient avec le vent, mais elles passent. Et elles nous accrochent, on part avec la pensée, et on tricote, on essaie de fabriquer quelque... Et si la pensée nous plaît, on y reste. Si la pensée nous fait peur, ça s'appelle une émotion. On est avec l'émotion, on essaie de la chasser. C'est compliqué de rester sans rien faire. Méditer, c'est rester sans rien faire. Mais c'est en passant par ce travail-là qu'on progresse. La méditation a deux temporalités. Si on regarde les résultats, il y a 2 temporalités. Il y a le court terme. Je fais une méditation de 20 minutes. Après, je me sens bien, je me sens mieux. Je peux aller faire autre chose. C'est bien. Je me suis détendu, je me suis décontracté. J'ai un petit peu vidé mes émotions, toutes mes négativités qui traînaient. Puis je pars dans ma vie ordinaire. Et il y a une deuxième temporalité qui est une transformation en profondeur, qui est une libération de sa personnalité, une libération de tout de toutes les négativités qui traînent en nous. On est, des fois j'appelle ça le grenier de nos vies. Le grenier, vous savez, là où on met toutes nos vieilleries, toutes les choses dont on ne se sert pas, y compris celles qu'on refuse. Tout ce qui ne nous plaît pas en nous, c'est là-haut dans le grenier. On s'en occupe pas. Sauf que ça tape à la porte en permanence. Ça essaie de remonter, parce que c'est normal. Ça fait partie de ce qui nous habite. C'est quoi? C'est notre vie, c'est notre éducation, c'est nos mauvaises rencontres, c'est nos bonnes rencontres, c'est nos frustrations, c'est nos peurs, ne pas être aimé, ne pas avoir suffisamment de ressources pour vivre, ne pas être reconnu dans le métier qu'on fait, ne pas être apprécié, sentiment que tout passe, tout va vite, tout circule. Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est qu'il gît au fond de nous? On a toute une masse sombre, inquiétante en nous, qui est là et qui cherche, un petit peu comme si on l'avait mise sous le tapis, et qui cherche à dire « Coucou, je suis là ». Coucou, je suis là. Et dans la méditation, qu'est-ce qui se passe? On leur donne un espace pour se manifester. Elles montent, elles viennent.
C'est des émotions, ça touche au cœur ici, là. Ça fait mal. Mais si je réagis à ça, moi je me pose des questions sur ça. Moi je vois ça comme de la vase au fond. Au fond d'un étang. Ouais. Alors c'est pas très joli peut-être d'image, mais au Si, niveau de la consistance du C'est truc, une bonne image. la vase elle est au fond, tout est calme machin, et dès qu'on cherche un peu, après il y a tout qui devient flou et c'est le bordel. Après ça retombe. Donc je me demande, est-ce que on peut se libérer en fait de ça, de ce qui est au fond et qui veut ressortir et qui est chiant et que machin. Est-ce que ça doit rester de la vase au fond, ou est-ce que ça peut être purgé Alors, grâce à la méditation? C'est autre chose du coup, mais là on parle de la méditation. la méditation, c'est l'outil. Il n'y en a qu'un. J'ai tout essayé. Hein. Il n'y a qu'un outil qui permet vraiment de faire ce travail. C'est un travail progressif. Pour une raison simple. C'est que, et c'est une règle physique, plus j'appuie, plus ça réagit en face. Plus j'essaie d'enfoncer, plus j'essaie de cacher, plus ça essaie de sortir. C'est la loi de l'action et de la réaction. En physique, c'est connu. Plus j'essaie de cacher, plus j'essaie de regarder le clou et le marteau. Pour enfoncer un clou, il faut vraiment taper fort. Donc c'est compliqué. Et la proposition de la méditation, c'est laisser sortir. Laisser passer, laisser venir. Si quelque chose doit exister, c'est le titre du livre La Voix du guerrier. Mais oui, on n'a pas parlé de tes livres, là on en parlera après. Ouais. Il y a tous ces livres qui sont là, on reviendra dessus plus tard. C'est la voix du guerrier qu'enseignait Shogun Trungpa. Tout ce qui vous fait peur, c'est quelque chose qui vous a construit, qui a fait de vous ce que vous êtes dans la vie. Ça fait partie de vos qualités. Peut-être des qualités qui aujourd'hui vous posent problème, mais ça fait partie de ces qualités qui vous ont construites. Laissez-les exister. Je vais prendre une image que je prends souvent. Prenez une cuillère à soupe de sel. Vous le mettez dans un verre d'eau, vous essayez de touiller. D'abord, ça ne se mélangera pas suffisamment. Essayez de boire le verre d'eau. C'est imbuvable. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop salé. Mettez la même cuillère d'eau dans le volume d'une baignoire. Ça va bien se dissoudre. Ça sera salé, mais bon, ça va, on va y arriver. Mettez une cuillère d'eau, une cuillère à soupe de sel dans un lac. Mais vous n'allez pas sentir une once de ce sel. Le sel sera immédiatement dissous dans ce lac. Et laisser sortir ces émotions, laisser sortir ces peurs, permettre à ces peurs de trouver une place dans votre panthéon, dans votre histoire, dans votre vie, en disant, bon, ben, c'est mes amies, elles ont été là quand il a fallu. Aujourd'hui, elles n'ont plus nécessité d'être là. Et du coup, elles s'apaisent, elles se calment, elles ont trouvé une place. Oui, je suis construit de ça. Et alors? Et donc, la méditation permet de se libérer de cette masse sombre qui est en nous. La question, c'est que c'est un travail progressif. C'est un travail... je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait 2 temporalités. Le premier, dans une méditation, c'est après la méditation, on se sent bien. Et le deuxième travail, qui se fait tout seul, c'est celui de libération de cette boîte noire qui nous constitue. Cette boîte noire. Cette masse sombre, cette masse inconsciente de toutes nos peurs. C'est une manière en fait de se réconcilier avec soi-même. Voilà. C'est une manière de trouver le cœur de ce que nous sommes au fond. Et le cœur de ce que nous sommes au fond, c'est l'esprit, c'est notre conscience, qui est un morceau de la conscience universelle, qui est un moment particulier de la conscience universelle. Nisargadatta Maharaj, qui était un hindou, qui était un maître hindou, qui disait nous sommes la potentialité ultime de la conscience manifestée. C'est-à-dire, nous sommes ce corps que la conscience investit pour cheminer dans cette vie dans laquelle on est, la vie du monde ordinaire. Et nous sommes cette émergence de la conscience manifestée dans un corps. Alors tout ça, c'est des visions un petit peu imagées. Simplement, au fond de nous, il y a quelque chose qui est stable, qui est tranquille, qui est immuable,
qui est toujours égale à elle-même. On parle de cet état intérieur. On parle d'équanimité. C'est-à-dire égale quelles que soient les situations qui nous sont faites. Quand on trouve en nous cet état, et vous le trouvez de temps en temps dans la vie ordinaire, mais c'est des moments fugaces, il présente quatre aspects particuliers. Sentiment d'amour, d'ouverture, d'amour. On a l'impression d'aimer tout le monde, d'aimer les fleurs, d'aimer les plantes, d'aimer les chiens, les animaux, d'aimer tout le monde. Sentiment de compassion. Compassion dans le sens de comprendre ce que vivent les gens. Accueillir ce qu'ils sont, le bien et le mal. On l'a accueilli en nous. On peut l'accueillir chez les autres. La joie, quand on est heureux. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'on est léger. C'est corporel aussi. On a l'impression que la poitrine s'ouvre. C'est corporel. Et l'équanimité, c'est le sentiment d'être... C'est le fait d'être en permanence dans un état d'équilibre interne. Le chemin que nous propose la méditation est un chemin qui va dans cette direction. Et ces transformations nécessitent du temps. Il faut du temps pour se transformer. Ça ne peut pas se faire en 20 minutes, on peut être plus tranquille, plus serein, mais pour se transformer en profondeur, comme il faut vider tout le fond du lac, tout le fond du marais, il faut un peu de temps. Les Tibétains disent de manière un petit peu ironique plusieurs vies. Mais nous, on va se dire que dans cette vie, on va bien cheminer déjà. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc en fait, méditer va apporter un bien-être, une transformation, etc. Mais avant d'en arriver là, quand on démarre dans la méditation, est-ce que c'est possible que finalement cette méditation, elle apporte un malaise, un mal-être au début? Alors, il n'y a aucun risque fondamental. Peut-être le mal-être... je ne vais pas parler de mal-être, je vais plutôt parler d'obstacles. Quels sont les obstacles à la méditation? L'agitation. Beaucoup de gens me disent quand ils démarrent la méditation, mais j'ai des pensées sans arrêt, ça ne s'arrête pas. Plus... et ça passe, et ça passe, et ça passe, je ne sais pas quoi faire. Donc c'est un mal-être. Alors le premier, c'est celui-là, c'est l'agitation. Le deuxième, c'est la torpeur. La torpeur, c'est je m'ennuie, je m'endors. Regardez, on a les centres bouddhistes. Vous voyez les moines, c'est rigolo. De temps en temps, vous en avez un qui pique du nez. Comme ça, c'est rigolo. Parce que ben voilà, on fait rien. Donc quand on fait rien, qu'est-ce que le corps a l'habitude de faire? Se reposer. Il se repose, il dort. Donc c'est l'agitation, ça peut être la torpeur, ça peut être le sentiment que ça sert à rien. Il y avait une maladie, entre guillemets, pas une maladie, qu'avaient diagnostiqué les moines du désert au IVe siècle, notamment Évagre le Pontique, qui était un grand moine de l'époque et qui avait écrit là-dessus. Ils appelaient ça l'acédie. L'acédie du moine. Les moines étaient dans le désert, ils étaient tout seuls, ils priaient toute la journée, à part les corvées qu'il fallait faire, mais ils étaient toujours en prière, et puis certains moines étaient atteints d'acédie. L'acédie, c'est le découragement, le sentiment de ne plus être du tout en connexion à ce qu'on fait, le sentiment d'être déconnecté, que ça sert à rien, que c'est nul, que... Vous voyez, cette espèce de, tout d'un coup, de chape de pesanteur négative qui envahit l'individu et qui lui fait dire, mais tu es là, mais qu'est-ce que tu fais là? Va vivre dans le monde avec les autres, etc. Et donc, dans la méditation, le malaise peut venir de ce sentiment de dire, mais à quoi ça sert? C'est compliqué, c'est difficile, je m'endors ou je m'agite, je m'ennuie en plus, j'ai plein de choses intéressantes à faire. Et puis le quatrième obstacle, c'est l'offre magistrale qui est faite à l'individu pour remplir le vide aujourd'hui. L'offre, le merchandising qui est absolument extra. On fait clignoter partout pour dire viens là, c'est bon, viens là, c'est beau, viens acheter, viens, on va te vendre des choses intéressantes. Et donc tout ça, quand on met la méditation, rien faire, et affronter ce moment de
de rencontre avec soi-même pour progresser, vient trouver en face de lui des obstacles qui sont des obstacles dont on a parlé, torpeur, agitation, assez dit, mais aussi les offres concurrentes, les offres du marché qui sont là pour vendre. Voilà. Mais quand on vous vend quelque chose, on ne vous aide pas à méditer, on ne vous aide pas à vous retrouver vous-même, on vous aide à débourser votre bourse, c'est tout. Alors que la méditation, c'est une reconnexion profonde avec vous-même. Et pour que les gens dans la méditation arrivent, c'est pour ça que dans les cycles MBSR, qui durent 2 mois, je suis très vigilant, très attentif, à dire aux gens, vous avez 2 mois pour trouver la source de votre intention. Pourquoi vous êtes là? Si vous êtes venu faire de la méditation pour mettre une croix dans la case, franchement, ne dépensez pas d'argent. Allez ailleurs. Si vous trouvez quelqu'un qui vous dit « Oui, t'inquiète, moi je te fais de la méditation, tu auras mis la croix dans ta case. » Mais si vraiment vous cherchez à trouver une motivation, oui, restez. Et on va essayer de travailler ensemble cette motivation pour que vous soyez demain autonome en méditation. Que vous ne soyez pas obligé de dépendre de support ou de dépendre de groupe, que vous sachiez, vous, le matin, vous lever en disant « Je sais pourquoi je médite. Parce que j'ai compris qu'il y avait une clé pour moi. » Et la clé, c'est se trouver profondément, trouver la source en soi de la stabilité et de la paix intérieure. Écoute, super. Je sais pas si... du coup, je suis embrouillé là sur les questions, vu que je sais pas trop comment... Ouais, elle a répondu un peu à tout, hein, en fait. Ouais. Mais ce cas, c'est qu'il y a des questions qui sont intéressantes aussi à poser du coup. Moi, si jamais je sors du cadre de ça, j'ai des questions, mais... Vas-y. Vas-y. Tu ne prendras pas si après t'as pas... Non, mais c'est parce que elle s'embête à faire les questions, et puis nous, on est là, et puis on change de sujet. Non, mais moi, si j'avais pu mettre mon texte devant, j'aurais répondu aux questions dans l'ordre. Parce que je l'ai fait à la maison. Hein. Ouais, non, mais parce que c'était à nous de te poser les questions aussi, mais on t'a laissé parler, et du coup, mais là, c'est bon. Il n'y a pas de souci, c'est super. Moi, ça m'intéresse énormément, encore une fois. Je ne sais pas trop. D'ailleurs, j'aimerais bien, dans les commentaires, vous nous dites si jamais vous méditez de temps en temps. Je t'ai dit, moi, je fais la méditation donc guidée. J'essaie de faire une méditation tout seul. Quand j'étais vraiment, je me souviens, la première fois que j'ai fait ça, j'avais peut-être 15 ans. Et j'ai fait de l'auto-hypnose, mais c'était une sorte de méditation, tu vois. C'était pareil. Et du coup, ça fait longtemps que moi, ça m'intéresse et que je vois, ça me tranquillise. Ce que tu dis là, moi j'ai des amis à qui je leur dis, mais fais de la méditation, arrête de faire des conneries, ça prend 10 minutes, tu te sens mieux. Et pareil, la réflexion c'était, non mais moi quand je me pose après, je réfléchis, machin. C'est un peu l'image de la vase du début, c'est-à-dire au début... Tu peux poser une question là-dessus, hein. Tu viens de répondre par rapport à ça, par rapport à pourquoi ça s'agite beaucoup. Non, mais tu peux poser une question, comment je peux faire pour... Oui, ma question c'était ça aussi. Comment je peux faire pour dire aux gens que c'est intéressant? Mais justement, d'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est pour ceux qui ont... forcément, quand tu veux tester la méditation, tu fais pas un dimanche après-midi, au bord d'une fenêtre, les yeux fermés, avec le bruit de la pluie, à méditer. Tu commences tranquillement par des paliers. Et c'est quoi le premier palier pour celui qui a le mental qui va dans tous les sens? Alors, avoir le mental qui va dans tous les sens, c'est c'est juste normal, hein. Le mental, la production de pensée, c'est la vie. Hein. On a un mental qui est là, en fait, pour nous irriguer de pensées, des bonnes, des mauvaises, des à suivre, des à laisser tomber. Donc, tant qu'on est en vie, on a des pensées, et les pensées, c'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Mais les patrons du jeu, c'est nous. C'est moi le patron du jeu, c'est moi le cocher de l'attelage. Et si je décide à un moment donné de ne pas suivre mes pensées, j'ai le droit de ne pas suivre mes pensées. Donc quand on médite, quand on veut méditer au début, première chose, ne pas le faire seul, avec les livres. Ça ne marche pas. Parce qu'il faut que des gens nous parlent. Alors, il y a les applications sur Internet, il y en a plein, de toutes sortes, Christophe André, Petit Bambou, plein d'autres aussi. C'est déjà un premier support qui a son intérêt. Il commence à faire rentrer dans un univers mental
un univers expérimental, expérientiel, qui nous oriente vers la méditation. Et je trouve que c'est bien de commencer avec ça. C'est bien aussi de commencer dans un centre bouddhiste, par exemple. Problème chez les zen, non, c'est pas un problème. Chez les zen, on va vous asseoir devant un mur blanc, les yeux ouverts, et vous allez rester là 3/4 d'heure. On va pas vous donner beaucoup d'explications, parce que chez les Tibétains, c'est pareil. Alors, c'est pas un mur blanc, mais ça va être une sadhana, ça va être une pratique de méditation ordinaire. Mais on ne va pas vraiment vous donner le contexte intime de ce que vous vivez dans la méditation. Mais c'est déjà bien de le faire, c'est un premier début. Moi, les 10 premières années, après que j'ai rencontré Kalu Rinpoche, j'ai médité, je ne savais pas ce que je faisais. J'étais assis, tout le monde méditait, probablement tout le monde était comme moi. Il y avait des pensées qui arrivaient, on essayait de les chasser, on essayait de... On ne sait pas quoi faire avec ça, on était un petit peu tourneboulé avec ça. C'est que progressivement, on a fini par trouver la bonne posture. Alors physique, ça c'est facile, on vous l'enseigne, mais surtout la bonne posture intérieure. Qu'est-ce que je dois faire avec tout ça? L'intérêt de la MBSR, de la méditation de pleine conscience, telle qu'elle a été proposée par Jon Kabat-Zinn, c'est qu'en 2 mois, vous avez un format qui va vous expliquer, qui va vous apprendre la méditation. Au bout de 2 mois, vous savez méditer, vous êtes autonome pour méditer, si vous le souhaitez, évidemment. Si vous ne le souhaitez pas, ça vous regarde. Vous êtes autonome, vous connaissez les clés, vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous connaissez les dangers, les obstacles. Vous savez pourquoi on veut méditer. Vous avez compris quelque chose qui est très important, qui n'est jamais expliqué dans les centres bouddhistes, c'est qu'on est un corps-esprit, alors ça c'est expliqué, mais qu'on est un sac d'hormones, et que nos émotions viennent toucher notre cerveau et déclencher des mécanismes physiologiques en nous. L'anxiété, l'angoisse, la peur, qui vient vous frapper ici, avec des hormones particulières. Ou alors des hormones du bonheur, par exemple, la sérotonine, la dopamine, ou des hormones, l'adrénaline, il faut que je fuis, il faut que je m'enfuis. Et donc, on est complètement embarqué dans un processus physiologique quand on médite aussi. Et le fait de comprendre qu'il y a des liens entre la pensée qui arrive, l'émotion qui arrive, et le processus physiologique, quelque part nous met en compréhension plus large de ce qui se passe en nous. On a une peur qui arrive, elle nous fait mal là, ok. Qu'est-ce que je peux faire? Dans le 2e livre que j'ai écrit, Présence du cœur, j'ai développé le thème de l'Ojong, qui est une pratique tibétaine qui a été mise en place à la fin du 1er millénaire, pour aider les moines qui avaient les mêmes problèmes que nous, de stabiliser l'attention, pour aider les moines à pratiquer, à passer les obstacles. Bon, on n'avait pas la compréhension scientifique du fonctionnement de l'esprit, du fonctionnement du cerveau plutôt, et du corps. Donc ce temps d'apprentissage de la MBSR vous permet de comprendre l'ensemble du champ sur lequel vous travaillez. Et le fait de savoir que c'est vos hormones qui viennent vous travailler de l'intérieur, crée une distance avec ce qui arrive. Ah, ok, c'est une peur qui a déclenché en moi des réponses hormonales et qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans cet état. Donc, si je peux trouver de la distance par rapport à cette peur, c'est bien pour moi. C'est déjà pas mal de tout comprendre. Et au bout de 2 mois, les gens sortent avec un bagage complet. Je sais pourquoi je médite. J'ai conscience de ce que ça peut faire. Je vois bien les limites. Peut-être certains vont dire, c'est pas mon truc. Puis on les voit revenir 3 ou 4 ans après, 5 ans après, en disant, tiens, tu te souviens? Oui, je me souviens de toi, bien sûr. Parce que les gens qui viennent, moi, ils sont là. Oui, je me souviens de toi, voilà. Ça demande du temps, c'est un cheminement.
C'est par rapport à ton stage, c'est ça? Le stage qui fait 2 mois, c'est ça? C'est ça. Donc, Alors c'est coup... 2 mois à raison d'une 2h30 par semaine, hein. C'est pas 2 mois on continue. Hein. D'accord. Et donc du coup, ok, c'est un stage continu sur 2 mois avec cette présentielle de 2 heures. Ok. Et ce que tu apprends, c'est à pratiquer, à se concentrer. Ouais. Et puis le fait que tu sois là, parce que tu disais que seul c'est difficile de le faire. Chose que je peux comprendre, si on met seul devant... Moi, je mets ma fille seule devant un mur blanc, je suis pas sûr qu'il reste une 3/4 d'heure. Quel âge elle va faire des dessins. Hein. À 9 ans, donc voilà. Donc voilà, mais je pense que ce que tu apportes, c'est quoi? Tu guides les gens, c'est très... Enfin, juste pour savoir à peu près en une phrase, en gros, tu fais quoi? Tu vas plutôt les guider et après leur enseigner? Enfin, c'est plutôt... Alors, dans le cycle MBSR, comment se constitue une séance MBSR? C'est à peu près, bon, elle dure 2h30, c'est à peu près une mi-temps, 1h, 1h10 de pratique de méditation. Avec une progressivité de lâcher des personnes toutes seules. Au début, beaucoup de présence dans la méditation, beaucoup de guidance. Plus le temps passe, plus les gens affermissent parce qu'ils ont un travail à faire entre deux sessions. À la maison, ils ont 40 minutes de travail tous les jours à faire. Donc plus le temps passe, plus ils trouvent leurs ressources. Et plus le temps passe, moins la guidance est soutenue. Et les 2 dernières séances, la guidance n'est plus soutenue. Elle peut durer 35-40 minutes non soutenue. Et les gens y arrivent très bien. Donc ça, c'est une mi-temps. On associe, comme travail d'attention et comme travail de reliaison avec le corps, 2 pratiques qui viennent compléter la méditation. C'est le scan corporel, qui est une méditation guidée allongée, au cours de laquelle on va porter son attention partie par partie sur l'ensemble du corps. Donc c'est toujours un porter attention et aussi aux sensations à différentes parties du corps. Et puis des mouvements, des petits exercices, entre guillemets, on appelle ça du yoga. C'est pas vraiment du yoga, en tout cas c'est pas un yoga gymnique. C'est juste pour dire qu'est-ce que fait mon esprit, par exemple, quand je lève un bras. Quand je reste le bras en l'air 1 minute, je commence à avoir des tensions dans le bras. Est-ce que c'est moi qui ai envie de descendre? Est-ce que c'est moi qui commence à avoir mal, j'ai envie d'arrêter? Est-ce que mon corps pourrait supporter? Est-ce que c'est lui qui me dit qu'il faut arrêter? Qui me dit quelque chose? Est-ce que c'est mon corps? Est-ce que c'est mon esprit? C'est là, vu de l'extérieur, quelqu'un qui n'est pas friand en méditation parce qu'il pense que pour lui c'est bon, bah voilà, moi je fais des siestes de temps en temps, enfin voilà, qui mélange tout. Ça, moi ce que je vois quand tu dis ça, c'est de se reconnecter en fait pas juste à son corps, mais carrément à comprendre. Il y a plusieurs en effet intentions d'où ça peut venir. Est-ce que machin, est-ce que c'est le muscle, est-ce que c'est autre chose, est-ce que je peux surmonter le muscle, qu'est-ce qui surmonte le muscle, enfin toutes ces questions où tu te dis. Enfin, tu commences à te reconnecter à toi. Oui, bien sûr. Et ce truc-là, moi, c'est ce que je cherche dans mes méditations que je fais. Mais moi, que c'est guidé, encore une fois, moi, c'est avec le casque, le casque anti-bruit, enfin, le casque à spray, machin. C'est allongé. Dans le lit, je me mets allongé dans mon lit. Quand je dis à ma femme, écoute, là, j'ai besoin d'une méditation, elle prend les 2 enfants, elle dit, ok, c'est bon, elle a compris, quoi. J'ai besoin de mon petit moment, parce que avant, c'était un médicament ou quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment à des moments où je suis pas bien et je dois faire ça. Je fais aussi de la respiration aussi, qu'elle m'a appris sur les paliers de respiration, machin, pour bien... Tout ça, je trouve que c'est tellement magique. Alors, une session de méditation, une session en MBSR, c'est 1h, 1h10 de pratique d'attention, méditation, guidée bien sûr, scan corporel, yoga guidé, tout ça. Progressivement, on lâche pour se centrer sur la méditation au cours des 2 mois. Et à la fin, il n'y a plus que de la méditation. On a laissé tomber le scan, le yoga. Si les gens veulent en faire, ils en font à l'extérieur. Mais on a touché l'intérêt qu'on avait à faire pointer du doigt la reconnexion avec le corps. Et puis l'autre mi-temps de la séance, c'est des échanges en groupe, petits groupes, grands groupes, sur l'expérience. On explique bien aux gens qui ne sont pas là pour dire ce qu'ils savent. On est là on leur dit qu'ils sont là pour dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. C'est ça qui est important, c'est ça qui leur permet de cheminer. Et puis moi, j'apporte régulièrement des apports théoriques
sur la construction du stress dans le corps, par exemple, toute une série de choses qui sont de nature scientifique. On a la chance d'avoir ces éléments d'information disponibles aujourd'hui, donc c'est bien, on n'est pas des scientifiques, mais on peut éclairer un petit peu en expliquant, voilà, tout votre contexte personnel, votre corps-esprit, il est en interaction totale, et c'est important de savoir qu'il y a une espèce de connexion immédiate, spontanée, sur laquelle vous n'avez pas de pouvoir si vous ne le décidez pas. Vous n'avez pas de pouvoir, c'est une émotion, une peur, j'ai une réaction, et je pars, je me mets en colère, par exemple. Qu'est-ce que je fais avec ma colère? Est-ce que je suis obligé de la prendre? Mais ma colère, c'est pas moi. Alors si c'est pas moi, est-ce que je peux la regarder? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, c'est pas juste, il t'a fait une vacherie, etc. Ok. Est-ce que c'est le moment de lui parler? Est-ce que je peux attendre un peu? Parce que si je lui parle maintenant avec ma colère, il va être toute porte fermée, il va rien entendre. Comment je fais à lui parler demain si on s'est tous les deux mis en colère et fermés, l'un ou l'une, l'un et l'autre? Comment on fait à se reparler? On va avoir un obstacle. Laissons tomber la mousse. Laissons se tranquilliser l'histoire. Et puis peut-être 2 heures après, 2 jours après, je reviens vers lui ou vers elle. Tu sais, tu m'as dit ça, ça m'a vexé, j'ai été touché. Pourquoi tu m'as dit ça? Est-ce que tu peux m'expliquer? Et tout d'un coup, la colère, qui semblait répondre à une espèce de monstre féroce qui était prêt à m'agresser, n'était qu'en fait un tigre de papier. Je cite toujours un exemple que je donne en permanence. Vous descendez l'escalier tous les matins dans votre immeuble, puis vous croisez un monsieur qui part à la même heure que vous. Et tous les matins, un grand sourire, bonjour, ça va, tout va bien, bien dormi, comme on fait de manière ordinaire. Puis un matin, il vous passe devant, il vous regarde pas. Même pas, il vous calcule. Et toute la journée, vous dites, qu'est-ce que je lui ai fait? Est-ce que je lui ai pas laissé couler le linge sur son linge? J'ai pas nettoyé ma terrasse au moment où il essayait d'arroser ses fleurs? Qu'est-ce que j'ai fait pour l'embêter comme ça? Et vous le recroisez le lendemain, il vient vers vous, tu sais, excuse-moi, hier j'étais vraiment mal, mon chien m'a mordu, ma femme est partie, mon patron m'a viré. Et donc j'étais complètement pris dans mes pensées, je t'ai pas vu, je t'ai pas dit bonjour, excuse-moi. Bon, et puis vous rentrez dans une conversation, et tout d'un coup, toute la peur de la journée, toute cette espèce de remue-ménage intérieur qui s'est produit pour vous, était qu'un tigre de papier. C'est lui qui était mal, c'était pas vous. Et donc c'est vraiment ce travail de mise à distance de la vie, de tout ce qui nous arrive, que permet l'imitation. La colère, la jalousie, la frustration. Pourquoi je suis frustré? Qu'est-ce qui se cache derrière ma frustration? La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas avoir assez, la peur d'être jeté, la peur de ne pas être reconnu. C'est quoi ma peur? La peur de la mort. Personne n'a peur de la mort. Mais là, quand tu es en méditation, que tu analyses une émotion et que tu dis mais d'où ça vient, donc c'est le mental qui dit d'où ça vient, qu'est-ce qui vient ensuite pour répondre à cette question? C'est pas le mental qui va se répondre à lui-même là. Le mental ne se répond jamais à lui-même. Le mental, il permet à chacun de formuler la question. C'est bien ça ma question. C'est bien ça qui est au fond de moi. Et après, la réponse, elle vient toute seule. Dans une situation donnée, par exemple, bon, déjà, il faut expliquer une chose, c'est que la méditation assise, c'est un lieu d'entraînement. C'est là où je m'entraîne. C'est pas autre chose qu'un entraînement. Quand ces qualités de laisser passer, de mise à distance des choses, dans la méditation, tout le processus de méditation, si on en fait une tout à l'heure, ça va être ça, mettre à distance tout ce qui arrive. Quand ce processus est devenu une seconde nature pour moi, mais il s'applique dans la vie à chaque instant. C'est facile après. Une colère arrive. Alors il y a petite colère. Au début, c'est la petite colère, j'arrive à mettre de la distance. Après, c'est la moyenne colère. Où là, j'y arrive pas encore. Mais avec le travail que je fais sur le coussin, plus j'exerce cette capacité en moi, plus elle se manifeste. Plus elle se manifeste, plus elle devient
ma seconde nature, et j'ai envie de dire ma première nature que je retrouve, cette capacité à mettre de la distance par rapport aux choses. Et après, dans les très grandes colères, alors ça peut être encore existante, la très grande colère. Elle peut exister. Mais peut-être qu'elle va durer très peu de temps. On va tout de suite arrêter en disant, bon, allez, ça va, ok. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'arrête. Mais l'émotion, elle est quand même nécessaire. Hein. L'émotion, c'est la vie. L'émotion, elle vous donne... L'émotion, elle nous donne une... Elle nous fait signe. C'est la vie. La peur, c'est la vie. Si la peur n'existait pas, l'humanité serait plus là depuis longtemps. C'est parce qu'elle a peur qu'elle est capable de faire quelque chose. Donc, prenons ça comme des outils, des enseignements. Qu'est-ce que me dit ma peur, par exemple? Regardons la question de la peur. Qu'est-ce que me dit ma peur? Je suis devant un lion, dans la jungle. Qu'est-ce que me dit ma peur? Je vais me faire bouffer. J'ai intérêt à me cacher, m'échapper, je sais pas quoi, mais là, je suis foutu. Ma peur a une légitimité absolue. J'ai une réponse. Combattre ou fuir. Combattre, si j'ai un fusil, je peux essayer. S'il n'est pas plus rapide que moi. Fuir, il va être plus rapide que moi. Si j'ai une voiture, je monte dans la voiture, je m'enferme. J'ai réglé mon problème. C'est facile la réponse dans des choses basiques, banales. Prenez l'éco-anxiété, qui est un gros problème aujourd'hui. Tout le monde a peur du réchauffement climatique. Prenons ce problème. C'est un problème aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Je trie mes poubelles. J'essaie de rouler en voiture électrique. Qu'est-ce que je peux faire? J'achète bio. J'essaie de travailler sur les circuits courts. On a tous conscience qu'il faut le faire. Et en même temps, on a tous conscience de la faiblesse, de l'importance, de l'impact de mon... Et donc, on continue à avoir peur. Et la peur, l'anxiété, le stress nous habite en permanence. Le problème d'un stress qui nous habite en permanence, quand il devient délétère, il crée des dysfonctionnements dans l'organisme. Défense immunitaire affaiblie, maladies cardiovasculaires, cancer, certains cancers, psoriasis, démangeaison, toute une série d'éruptions cutanées, toute une série de choses qui sont des manifestations physiologiques, on peut même dire médicales, d'une situation anxiogène. Que fait la méditation là-dedans? Elle apaise, elle calme. Fais ce que tu peux, tu es le petit colibri. Fais ta goutte d'eau. Tu ne peux pas faire la goutte des autres, et tu ne peux pas faire la goutte des politiques qui ont, eux, la possibilité d'actionner des grands robinets. Fais ta goutte. Fais ce que tu as à faire. Et après, détends-toi, calme-toi, retrouve ton moi intérieur, retrouve ta stabilité intérieure. C'est ce que fait la méditation. C'est ça l'intérêt de la méditation. Comment je trouve la paix en moi dans ce monde chaotique dans lequel on est en train de circuler les uns les autres. Ouais. Ça, après, tu as l'aspect, enfin, l'éco-anxiété, moi je suis tombé dedans. Mais il y a des années, je suis un peu précurseur sur des trucs. Ça, personnellement, voilà. Et puis maintenant, je me tempérise parce que je suis colibri. Voilà, j'aime bien l'image, est très bien, colibri. Mais il y a un effet, je pense, aussi, il y a un stress un peu global, tu vois, un effet de mode, c'est pas vraiment ce que je veux dire. C'est comme un effet de mode, mais le fait que ce soit beaucoup de gens qui stressent des mêmes choses. Ouais. Et du coup, ça fait un stress collectif. Voilà, je pense, voilà ce que je veux dire. L'intérêt de... Alors, moi, je trouve que c'est un sujet passionnant, l'éco-anxiété, mais même le chaos du monde, la désorganisation du monde. Et après, il y a beaucoup de choses, surtout en ce moment. En ce moment, le monde est en vrac, il y a des guerres partout, il y a des contestations de ce sur quoi nous vivions depuis 80 ans, qui était de stabilité, de tranquillité, avec des règles internationales. Aujourd'hui, plus personne n'en veut. Bon, bref, on sent que tout ça crée un climat d'anxiété généralisé, dont nous sommes... baignés, nous, traversés, puisque on fait partie de cet égrégore qui s'appelle la France, plus largement peut-être l'Occident, mais au moins la France, on est baigné là-dedans. La méditation
On ne peut pas sortir du monde. Hein. Première parenthèse. On ne peut pas sortir du monde. On est dans le monde. On est dans le monde parce que physiquement, matériellement, on est dans le monde. On mange 3 fois par jour. Il faut bien des agriculteurs qui cultivent. Il faut bien des gens qui transportent. Il faut bien des intrants parce qu'ils en mettent, parce que sinon ils ne poussent pas. Il faut bien, je ne sais pas quoi, enfin il faut bien 36 millions de choses pour que je puisse manger 3 fois par jour. Si je ne mange pas 3 fois par jour pendant 80 jours, je meurs. Si je bois pas 2 litres par jour, 1,5 litre, 2 litres par jour, ou avec les aliments, pendant une semaine, je meurs. Si je respire pas 15 fois par minute, au bout de 2-3 minutes, pour les ordinaires, je meurs. Le champion du monde, c'est 11 minutes. Au-delà, personne n'y est allé. Je meurs. Vous voyez, on est tellement dans une présence évanescente au monde, une présence en risque au monde, que l'éco-anxiété, enfin plutôt l'anxiété généralisée, elle nous touche parce que nos fondements sont des fondements sur du sable. Rien de moi ne tient. Finalement, rien de moi ne tient. Compliqué. Et du coup, il y a une anxiété sous-jacente à toutes nos anxiétés. Qui suis-je? Qui suis-je? Après, si je donne une image un peu forte, j'ai l'image du film Titanic en tête. Ouais. Tout le monde... Enfin, j'ai l'image du film, hein, pas de la vérité du truc. On n'était pas là. Voilà, on n'était pas là, il n'y a pas forcément de caméra. Et ils n'ont pas forcément pensé à un film non plus à ce moment-là. Mais les musiciens qui calmaient le truc, ça c'est une histoire vraie apparemment. Alors après, j'ai pas documenté, mais les musiciens qui calmaient un peu le truc en jouant de la musique pendant tout le monde essayait d'aller sur les canaux et tout ça, alors qu'ils savaient que c'était pas possible, les machins, et les femmes et les enfants, familles séparées, enfin un vrai bordel, un chaos pas possible. Le truc il coule. Et il y a ceux qui permettent le petit moment de la bulle de méditation, entre parenthèses, entre guillemets, tu vois, avec ces musiciens. En gros, la méditation ne permet pas de sauver le monde, voilà, mais ça peut te permettre de commencer par toi, en te calmant, même si tu es sur le bateau qui coule, parce que tu es dessus dans tous les cas, et tu ne peux rien faire d'autre. Donc ça te demande à toi de prendre un détachement, en fait, de la situation. Et la méditation fait quoi? Elle te permet d'avoir un détachement de tes émotions, donc elle t'apprend à avoir ce détachement en toi, de façon un peu intuitive, hein, c'est spirituel, c'est pas palpable. Et en plus, une fois que tu as bien fait ça, déjà en toi, c'est à mon avis peut-être plus dur qu'en 3D, tu vois. En détachement de quelque chose de 3D, ça se voit, tu vois. Ben après, en effet, tu es sur le Titanic, tu te dis, bon allez, vous inquiétez pas, je gère la musique, je fais de la méditation. Enfin, tu vois, tu es dans cette ambiance-là, quoi. Tu peux plus enfin, on va dire, laisser ces choses-là un peu de côté, alors que tu veux pas que ça arrive, mais tu n'as pas le choix. Et au lieu d'être dans la panique, tu as ce recul qui te permet de le vivre autrement, en fait. Alors, la méditation, c'est vraiment un outil... le mot magique me gêne, parce que tout le monde va s'imaginer qu'on est capable de voler sur des tapis volants, ce qui n'est pas le cas. Mais il y a quelque chose d'inimaginable, en tout cas, dans la méditation. C'est qu'il nous permet de connecter à un espace intérieur, qui est l'espace naturel de notre esprit, qui est l'espèce de boule de cristal qui est au fond de nous, cette espèce de boule qui inonde la lumière, et qui est toujours tranquille, toujours sereine, toujours dans les 4 énergies dont on a parlé, l'amour, la compassion, la joie, l'équanimité, qui est toujours là, en nous, c'est déjà là en nous. Si je prends une image, et après je vais parler du film Le Titanic, ou plutôt j'en parle maintenant. Titanic, c'est un film. Je connais pas l'état émotionnel des gens qui étaient sur le Titanic. Je pense que ça a dû être une panique indescriptible. Et que le fait que des musiciens puissent continuer à jouer de la musique alors qu'ils avaient de l'eau qui montait jusqu'aux chevilles, je pense que c'est une vision idéale. Parce que l'état de méditation profonde ne s'improvise pas. Le jour de l'accident, le jour de la détresse, il se prépare avec un long travail de préparation. Et c'est ce travail de préparation qui est à faire. Trouver la source en nous de la stabilité, c'est compliqué. Ça demande du temps.
Si on prend l'image de la boule de cristal, qui est le fond de notre être, qui est libéré de toutes ses impuretés, il est là, il est déjà en nous, c'est en nous, c'est pas quelque chose qu'on va importer de l'extérieur, c'est en nous. Sauf que c'est recouvert de toutes nos... on appelle ça des cléchats, disons de toutes nos négativités, notre éducation. Peut-être pour ceux qui croient aux vies successives, au karma antérieur. Mais c'est déjà notre karma de ce monde, notre vécu de petit enfant. C'est déjà les histoires de notre généalogie, de nos parents, de nos cousins, c'est l'histoire de notre culture, c'est toute cette chose qui est là en nous, qui nous a façonné, qui a fait ce qu'on est, c'est mis sur cette boule de cristal, sur cette boule de lumière, on va dire ça comme ça plutôt, comme des couches successives, comme des strates, des dépôts successifs qui voilent la clarté lumineuse de ce qui est au fond de nous. Le dévoilement de ces couches successives, c'est un dévoilement progressif. Et l'outil de dévoilement, c'est la méditation. Une couche après l'autre. C'est comme l'oignon qu'on pèle. Hein. Derrière une couche, il y en a une autre, puis il y en a une autre, puis il y en a une autre, puis il y en a une autre. Puis un jour, on arrive à la graine, on arrive à la quintessence de ce que nous sommes. Ça, c'est déjà en nous. Arriver à la quintessence de ce que nous sommes, c'est-à-dire à la source de ce que nous sommes, c'est déjà en nous. Il faut du temps, il faut de la préparation. Et quand on arrive à toucher ça, on peut être dans un état de détachement, y compris devant la mort, y compris devant un incident absolument dramatique pour nous. Mais avant, c'est pas possible. On est attrapé par nos peurs. Et tant que les bouddhistes appellent ça le lama intérieur, tant que la source, on appelle ça la source aussi, hein, parce que c'est dans le cœur qu'on chemine, c'est par le cœur qu'on chemine. Plus le cœur s'ouvre, plus le cœur se dévoile, plus la source irradie de lumière. Et tout le processus de méditation nous permet d'aller ouvrir, ouvrir, laisser la lumière immerger. Comme le dit très bien Trungpa, ça fait peur. Ça fait peur d'aller voir ce qu'il y a là-dessous. Ce qu'il y a en nous, tout ce qu'on a caché, tout ce qui nous a constitués. Ça fait peur. Mais une petite crue de faire une thérapie, hein. Alors là, tu m'embarques sur un autre sujet. J'ai fait que 6 ans de psychanalyse, 3 fois par semaine. 6 ans de psychanalyse. C'est pas mal quand même. Beaucoup. J'ai vraiment... alors, c'était entre 24 et 30 ans. J'ai vraiment... ça a été mon point d'entrée en me disant, c'est par là que je vais me libérer. Et ce qui est assez amusant, c'est que... Bon, je continuais à pratiquer. Alors, à ce moment-là, je faisais du yoga plutôt. Hein. Je continuais à pratiquer. J'étais toujours dans... Je travaillais, hein, mais j'étais toujours dans mon idée qu'il fallait que je trouve des clés pour moi, et peut-être aussi pour aider les autres. Maintenant, c'est le cas d'ailleurs. Mais c'était des clés pour moi déjà. Et un jour, quand ma psychanalyse s'est arrêtée un jour, je me suis levé, j'ai regardé le psychiatre, il était derrière moi, c'est une psychanalyse stricte. Hein. À l'époque, c'était freudien, ils avaient un petit carnet, ils notaient, je sais pas, il faisait peut-être ses courses d'ailleurs. Hein. J'ai jamais lu ce qu'il avait mis sur son carnet. C'était un homme très bien, il avait son image de Bouddha sur son armoire en face de moi. J'étais allongé, je voyais l'image. Et un jour, j'ai dit, écoutez, je vais arrêter là. Elle me dit, ah bon, expliquez-moi. Ben, j'ai dit, j'ai compris, j'ai une boîte à outils. Alors j'ai un tournevis, j'ai un tournevis rouillé. J'ai un marteau, il manque le manche. J'ai 2 clés qui sont en bon état. Mais c'est avec ça que je dois faire ma vie. Mon histoire. Une fois qu'on a fait l'inventaire de sa boîte à outils, de ses qualités, de ses faiblesses, de ses choses extraordinaires, de ses médiocrités, une fois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on est, c'est avec ça qu'on fait sa vie. Et j'aime bien un super livre de Pema Chodron, qui est une moniale tibétaine. La voie commence là où vous êtes.
Et j'ai dit à mon psychiatre, écoutez, voilà, moi maintenant, j'ai compris, c'était mon jeu, le jeu que la vie m'a servi, c'est celui-là, et c'est avec celui-là que je dois avancer. C'est le moment où j'ai rencontré Kalu Rinpoche, et j'ai pris le relais avec la méditation. Donc la méditation, je reviens sur l'idée de la pratique, comment dirais-je, psychiatrique ou psychanalytique. C'est un bon outil. Je dirais c'est un bon préliminaire. En fait, pour être à l'aise en méditation, il faut être, alors on dit ça de manière un peu rigolote, il faut être normosé, c'est-à-dire normalement névrosé. Quand on est normalement névrosé, on peut faire la méditation. Sinon, on risque de triper dans des aventures un petit peu compliquées. Mais quand on est normalement névrosé, on est prêt à faire de la méditation. Mais faire un parcours psychanalytique ou se faire aider à un moment donné, avec un psy, aujourd'hui, il y a plein de coachs de vie. Si tu sens que c'est nécessaire pour toi, fais-le. Mais sache qu'il y a un outil dont tu as la disposition qui va être ton outil à toi. C'est ton outil, ton moyen à toi que tu vas avoir dans le bain, sous la douche, sur le bateau, sur la plage, en montagne, dans tes draps la nuit quand tu dors. C'est l'outil de la méditation. Et ça, tu n'as besoin de personne pour faire ce travail. Tu n'as plus besoin de rien. Tu as l'outil. Une fois que tu as compris, tu chemines, tu as l'outil. Est-ce que tu peux nous donner des petites histoires sur tes élèves, des transformations que tu as pu observer ou des choses qui t'ont surpris par rapport à leur évolution? Alors, il y a beaucoup de détails, mais j'en ai un particulièrement croustillant. On était au milieu du cycle, parce que quand on fait le cycle, au début du cycle, on demande aux gens pourquoi vous êtes là. On essaie de faire toucher pour eux le projet. Comme je l'ai expliqué au début, si vous êtes là simplement pour mettre une croix dans la case, franchement, ne payez pas. Allez faire quelque chose d'autre, ça sera plus rémunérateur pour vous, plus rentable pour vous. Donc je pose les questions, pourquoi vous êtes là? Donc ils ont un temps, ils réfléchissent, puis après ils s'expriment pourquoi ils sont venus. Et puis je fais un questionnaire au milieu de parcours, à la 5e semaine, donc il y a 8 semaines en fait, et à la 5e semaine, je fais un questionnaire mi-parcours en disant, bon, qu'est-ce que vous avez tiré de votre première partie? Quels sont les enseignements aujourd'hui que vous pouvez avoir? Et puis, qu'est-ce que vous souhaitez obtenir sur le temps qui nous reste ensemble? Et un jour, ça me fait sourire, je vois des guitares ici. Et il s'appelait Georges, le monsieur, il me dit, je ne sais pas pourquoi je suis là. Bon, quelle était ta intention au début? Ma vie, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est quoi ton intention? Je dis, je ne sais pas. Mais pourquoi tu restes? Il me dit, je ne sais pas. Il me dit, tu sais, moi, je préfère jouer de la guitare. Bon, alors je rigole. Je dis, bon, mais c'est bien. En plus, tu t'appelles Georges, je m'appelle Georges. Tu joues de la guitare, je joue de la guitare. Écoute, ça, on a peut-être un point commun tous les deux. Au moins, c'est la guitare. C'est pas là qu'on en travaille, la guitare. Et je lui dis, tu sais, tu n'es pas obligé de rester. Si tu penses que c'est pas bien pour toi, tu peux partir. Mais oui, tu as raison. Il est revenu jusqu'à la fin. À la fin, je lui dis, Georges, mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu es resté? Il m'a dit, je sais pas. Ça m'avait touché parce que c'était un garçon qui était honnête, qui était comment dirais-je, amical. Pas du tout envie d'en découdre. Non, il était amical, mais il avait l'honnêteté de dire, je sais pas pourquoi je suis là et je sais pas pourquoi je suis resté. Voilà. Après, ce que je remarque, c'est pas forcément des anecdotes, c'est plutôt des généralités. Alors, les gens qui viennent d'une pratique qu'ils trouvent sur Internet, souvent ils ont l'habitude d'être copieusement guidés, parce que même si on met des temps de silence dans les pratiques, quand même il y a une guidance, tout ça. Et ils sont un petit peu déstabilisés, surtout que je leur dis, gardez un petit moment vos pratiques guidées, mais après méditer, c'est rien faire.
Et si on écoute, on fait quelque chose. Même s'il y a des temps de silence, on est quand même dans la préparation à l'écoute de quelque chose. Et donc la difficulté, c'est le passage de l'écoute de quelque chose sur Internet à la pratique proprement dite. Enfin, telle qu'on l'enseigne dans les centres bouddhistes, partout, méditation de pleine conscience. Et l'autre difficulté, c'est quand les gens n'ont jamais médité, sentiment que, et j'ai une troisième difficulté après, sentiment qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à lâcher prise sur l'intention d'obtenir quelque chose de la méditation. On a un gros problème de lâcher prise, et ça peut se faire, c'est tous les gens qui ont des pratiques récentes ou des pratiques pas du tout confirmées ou pas du tout de pratique, ils arrivent avec l'idée qu'il faut absolument avoir un objectif, un but. Et à la fois, il faut avoir un objectif, un but, apprendre la méditation, et en même temps, il faut avoir l'objectif, le but, de lâcher le but. Ce qui rend un petit peu, qui met quelques semaines à se... Voilà. Et puis l'arrivée des pensées dans la méditation, des gens qui éclatent, qui tout d'un coup se sentent agités, qui savent plus quoi faire, qui savent plus... Bon, au début, c'est un peu ça. Il n'y a pas eu des choses, des gens qui ont senti quelque chose de quasiment extrasensoriel, un truc comme ça? Alors, pour les gens qui restent, j'ai à peu près 20% des gens qui reviennent. Ça ne veut pas dire que les autres font plus de méditation. Les autres, parce que j'ai des ateliers un dimanche matin par mois. Pour les gens qui connaissent la méditation, qui sont aguerris, soit qui ont fait les cycles avec moi, mais soit qui viennent d'ailleurs, mais à qui on n'a pas besoin d'expliquer la méditation. Ce qui viennent, c'est retrouver une source de motivation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le travail à faire est un travail régulier qui demande du courage, de la discipline, de la persévérance, de l'effort, de la volonté. Il faut beaucoup de qualité pour faire dans la durée de la méditation. Et donc ils viennent régulièrement, une fois par mois, à tour de rôle, pas tous en même temps. J'ai une salle maintenant que j'ai faite à Comte, chez moi, pour accueillir les gens. Et donc, ils viennent pour rebooster un petit peu la motivation. Parce que la concurrence des offres de distraction dans la société ordinaire, elle est tellement là que c'est compliqué pour eux de maintenir à distance toutes ces qualités qu'il faut pour la méditation. Après, passer un certain délai, on n'a plus besoin de fréquenter... Après, c'est bien, si vous voulez, c'est aussi bien de ce que les gens me disent, hein. C'est pour ça aussi que j'ai dû faire ma salle, parce que j'ai passé 10 ans à chercher des salles dans Nice qui ferment les unes après les autres, parce que c'est très compliqué à maintenir en vie une salle dans Nice. Et maintenant, j'ai fait une salle chez moi, donc c'est bien, il y a un grand espace extérieur. On peut méditer dehors quand il fait beau, tout ça, donc c'est très bien. Et ce qui est intéressant pour eux, c'est de sentir l'égrégore d'une communauté de pratiquants. Quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, que je n'ai pas dit, mais qui est très importante, qui était les râteaux, les difficultés qu'on a à parler de ça à l'extérieur. Malgré mes 45 ans j'ai tout le temps été confronté à des retours de boomerang dès que j'essayais de parler avec quelqu'un de méditation. Pourquoi? Parce que vous le déstabilisez dans ses croyances. Et donc il va essayer de vous minorer, moi c'est pas pour moi, non, mais moi ça j'ai trop de pensées. Bon, il va avoir tellement et vous dites, mais pourquoi j'ai été vers lui et lui parler de méditation? Donc maintenant, une règle, si vous êtes là-dedans, vous parlez de méditation avec votre enseignant, éventuellement avec un ami, et encore, de manière mesurée.
Parce que là aussi, s'il vous sent mieux que lui, il va être gêné, embêté, etc. Donc parler de la méditation à l'extérieur, c'est compliqué, même aujourd'hui, parce que tout de suite, on va se heurter à la croyance des autres, qu'on va déstabiliser, parce qu'on va dire, moi je fais quelque chose de bien, qu'on ne va pas dire, mais peut-être qu'il va être sous-entendu, et toi tu ne le fais pas. Tu devrais le faire. C'est un conseil qu'on donne. Donc donner des conseils sur la méditation, jamais. Ma plus grosse aventure, c'est il y a quelques années. J'ai rencontré un couple d'amis, on devait être 6 couples. Puis ceux qui devaient venir, qui étaient les amis, qui étaient entremetteurs avec l'autre couple, nous on ne le connaissait pas. Tout d'un coup, ils ont eu un problème de santé, ils ont dû s'abstenir, on s'est retrouvés 2 couples. Un couple, enfin mon épouse et moi, et un couple qu'on ne connaissait pas. Et le gars voulait absolument faire de la méditation. Il me demande, c'est pas moi qui vais, hein, j'étais déjà bien aguerri, hein, c'est pas moi qui... Il me demande. Je dis bon, s'il me demande, ben, je vais l'introduire, je vais essayer de l'aider. Méditation 10 minutes, hein, ça va pas beaucoup. Hein. J'explique un petit peu, puis après on met 10 minutes en méditation. Au bout de 3 jours, c'était 3 jours, donc 3 fois 10 minutes. Au bout de 3 jours, il explose. Ah non, c'est pas pour moi. Ah non, non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. C'est pas mon truc, ça, c'est... Mais je dis, mais c'est toi qui m'as demandé. Moi, je suis pas demandeur de ça. Ah ouais, non, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Donc c'est même quand il y a une demande qui semble être un peu affirmée, restez prudent. C'est d'ailleurs dans la Gita, c'est dans les derniers chapitres de la Gita, la Bhagavad Gita, c'est un des conseils qui est donné par les... Parlez avec votre enseignant, c'est tout. Votre enseignant, il n'est pas blessé de votre parcours. Au contraire, il va vous aider à progresser. Mais parlez pas... N'échangez même pas vos pratiques entre vous. Par contre, l'idée d'être dans un égrégore qui est en capacité de partager quelque chose de profond, c'est soutenant. C'est vraiment soutenant. Donc, restez pas seul. J'ai un ami qui reste seul, il fait de la méditation et reste seul. Je vois, je dis rien. Je vois que il avance pas d'une miette. Probablement, ça le détend. Bon, c'est déjà ça. C'est pas mal. Ça le détend. Mais la méditation, c'est un chemin vers la lumière. C'est un chemin vers la lumière. Et c'est quoi le but ultime, hein? Parce que quand tu dis il progresse pas, est-ce qu'il y a une recherche de progression? Est-ce qu'il y a une recherche, c'est comme une compétition, il faut gagner une coupe au bout du compte? Ou au contraire, voilà, on fait son petit truc et puis qu'est-ce qu'on recherche? Pourquoi tu dis qu'il progresse pas? Je vais expliquer ça. On cherche la boule de cristal qui est en toi. Tu cherches la lumière qui est... En fait, on est attiré par une lumière. Toutes les traditions spirituelles le disent. Les religions de la nature le disent. J'ai un texte que je vais vous lire tout à l'heure. Un poème Navarro, peut-être vous le connaissez déjà d'ailleurs. Un magnifique texte. Toutes les religions le disent, que ce soit le christianisme, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le shivaïsme cachemérien, que ce soit le soufisme musulman, toutes les religions disent qu'il y a quelque chose qui nous attire vers le haut. Spinoza appelait ça le conatus, une dimension qui nous attire vers le haut, vers le mieux, vers le plus, vers la lumière qui est en nous. Cette lumière, elle est déjà en nous. Ça ne se manifesterait pas si ce n'était pas déjà là. Toute la vie nous indique qu'il y a une source à atteindre. On l'a appelé tout à l'heure boule de cristal. On peut l'appeler le lama intérieur. On peut l'appeler le divin. On peut appeler le grand architecte de l'univers. On peut mettre les noms qu'on veut. C'est quelque chose qui n'est pas ni nommable, ni décrivable avec nos mots. On n'a pas l'intelligence, on n'a pas les mots, on n'a pas les concepts pour manifester cet appel vers la lumière. Et quand je dis que quelqu'un ne progresse pas, peut-être je suis un petit peu violent, c'est peut-être pas très sympathique de le dire.
Progresser, c'est lâcher sa croyance en un moi solide. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Un corps? Des pensées? Des émotions? Des perceptions mentales? La conscience? C'est quoi moi? C'est qui moi? C'est qui? Le corps? J'aurais dû amener mes photos de quand j'avais 5 ans. Personne ne m'aurait reconnu ici. C'est ce corps, c'est le corps d'avant, c'est le corps d'après, celui qui va décliner encore plus. C'est le corps de quand j'avais 20 ans, 30 ans. C'est quoi le corps? Dans le corps, toutes les minutes, il y a des cellules qui meurent, d'autres qui se reconstituent. Tout le corps a changé des dizaines de fois de cellules. Est-ce qu'il y a un moi dans le corps? Il est dans la main, mais si on me coupe la main, il est dans la main qui est partie, ou dans le reste? Si on me coupe un bras, 2 bras, il est où le moi? Elle est où la quintessence de ce que je suis dans le corps? On ne la trouve pas. Dans les pensées. On a vu le volume des pensées, sans arrêt. Mais les pensées, ça passe tout le temps. Les émotions. Ok, il y a quelques émotions qui reviennent périodiquement chez moi, mais est-ce que mon moi est dans mon émotion? Un peu dans ma mémoire. Mais je me souviens de 0,1% de ma vie. J'ai quelques images comme ça, qui ont ponctué le fil des événements pour moi. Souvent des images difficiles d'ailleurs. Quelquefois des images heureuses. Il est où le moi? C'est qui moi? Eh bien moi, c'est la source de ce que je suis pourtant. C'est pas dans le corps, c'est pas dans les pensées, c'est pas dans l'émotion, c'est pas dans les perceptions. C'est au fond, quelque part, dans un lieu qui s'appelle la conscience universelle. Pas le mental obsessif qui, lui, veut absolument être propriétaire de quelque chose. Quelque chose qui est derrière le mental, qu'on a appelé la boule de cristal, qui est le moi, qui est la lumière qui irrigue, qui émane de chez nous. Et le chemin de la méditation, le chemin de toutes les religions, chacune avec leur manière de poser le décor particulier, chacune de toutes ces religions a cherché à décrire qu'il y a en l'homme un besoin de lumière, un besoin de cheminement. Ce besoin, il n'est pas juste né de rien, il naît d'une intention de la vie, de nous proposer de cheminer. Et quand je dis quelqu'un ne progresse pas, c'est un peu caricatural de le dire comme ça. Peut-être ça progresse doucement en lui. Je vais peut-être le dire comme ça plutôt. Ça met du temps à cheminer. Jusqu'au jour où, quand on trouve la liaison avec ce besoin fondamental d'aller vers la lumière, on comprend pourquoi on fait le travail. On n'y est pas encore, mais on comprend pourquoi on fait le travail. Et du coup, on lâche son ego, on lâche ses attentions, on lâche ses actions, on lâche tout ce qu'on considère comme essentiel dans notre vie. Alors, il y a de l'essentiel qui est essentiel, se nourrir 3 fois par jour, s'occuper de sa famille, ça c'est vraiment essentiel. J'en connais quelque chose. Et puis, il y a ce qui n'est pas vraiment essentiel. À nous de juger, au moment où on en est de notre évolution. Est-ce que c'est vraiment essentiel de faire 4 voyages par an? Est-ce que c'est essentiel quand on se dit écologique? De prendre 4 fois l'avion, de faire 4 fois le tour de la Terre? C'est des questions que je pose, c'est pas du tout de la morale que je fais. Donc, voilà, le cheminement, il passe par une transformation personnelle profonde. Et cette transformation, c'est sortir progressivement, c'est lâcher prise de la prison du mental. C'est le mental. Le mental, c'est un tableau Excel. Shogang Trungpa disait, le mental, c'est un outil merveilleux, formidable. C'est un outil qui nous permet d'organiser des voyages, de faire plein de choses, tout ça. Et puis, il y a le cœur qui est le lieu de la perception du monde,
le lieu de la réception de toutes les informations du monde. Et vous trouvez la lumière quand l'esprit, qui n'est pas que le mental, est descendu dans le cœur. La conjonction cœur-esprit est le lieu de la lumière. Donc c'est une réhabilitation de tout ce que nous sommes, et savoir que nous avons là une capacité d'intuition extraordinaire, qui est voilée par nos peurs, qui est voilée par nos croyances, nos appréhensions, nos jugements, nos schémas, tout ce qui vient nous embarrasser. On parlait de jugement pour la méditation, tout ce qui vient nous embarrasser l'esprit, nous compliquer l'esprit, qui nous sépare de la réalité telle qu'elle est. Et d'ailleurs, le dernier voile qui va nous permettre de nous séparer, de nous libérer de tout ce qui nous encombre, s'appelle le voile de la dualité. Dans la tradition, c'est comme ça qu'on le nomme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le dernier voile qui va se libérer, c'est le voile de la dualité. C'est le voile qui nous a constitués aux sorties de la matrice, aux sorties du ventre de la maman, on va dire, qui nous a constitués en individus autonomes extérieurs au monde. Il a fallu du temps, il a fallu 20 ans pour qu'on devienne vraiment séparés. D'abord de la maman, après de la famille, et qu'on devienne des acteurs dans la société. On a constitué une individualité séparée du monde. Et ce voile de la dualité, c'est le dernier voile qui va se dissoudre. Et quand ce voile se dissout, la lumière émerge. Je suis le monde, je suis dans le monde, mais je suis le monde. Le monde et moi, nous sommes qu'un. C'est ça la potentialité ultime. D'accord. Donc la reconnexion à la collectivité. D'où la reconnexion à l'univers. D'où la connexion à l'univers, la connexion au tout, la connexion à la collectivité, la connexion aux êtres. Méditer, c'est être en symbiose avec les autres. En communication avec les autres. En relation avec les autres. C'est être en action dans le monde. Être acteur du monde. Le monde nous demande d'être acteur. D'agir. Parce que la demande qui nous est faite de la part de la vie, c'est de la servir. C'est pas nous que nous devons servir. C'est pas mon petit moi que je dois servir. C'est la vie. Donc maintenant, on va parler de tes livres. Tu vas nous expliquer un peu tes 4 livres. Alors, on n'a pas le temps de faire une dissert sur chacun des livres, là, parce qu'on est déjà à 1h30. C'est ça. On est déjà à 1h30. Allez, un mot sur chaque livre. Si tu veux, on fait une vidéo par livre. Si tu veux, on peut essayer de faire. Bon, alors, ok, on va y aller. On va y aller. Il faut les mettre... Juste avant, je voulais dire un truc, c'est que si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse énormément ce que Georges y dit, et je comprends très bien. On va essayer un concept sur la chaîne, c'est une idée de Sophie. On va faire une méditation en direct, donc vous pourrez suivre la méditation. Ce sera Georges qui fera la méditation, et nous on va la faire. Et donc on pourra la faire tous les 4 si tu es là et que tu suis ça avec nous. Mais c'est sur une autre vidéo, c'est pas sur celle-là. Voilà. Je le préviens juste sur la chaîne, abonne-toi, tout ça, et tu seras au courant. Alors ces livres, dis-nous tout. Alors le premier livre que j'ai écrit, c'est il y a une dizaine d'années maintenant, c'est pourquoi je suis toujours bouddhiste. Bon, c'est pas un... Comment dirais-je, voilà, c'est bien de le mettre comme ça, au moins je... c'est pas une volonté de mettre en avant un chemin particulier, c'est juste de dire mon expérience de rencontre avec l'anxiété très jeune, dès l'âge de 10 ans, de rencontre avec l'anxiété et de la nécessité pour moi de trouver un débouché, trouver une manière de répondre à cette anxiété. Il me semble que c'est un exemple qui peut servir à d'autres. L'anxiété aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, elle est dans toute la société. Et il me semble que... Alors, je raconte dans une première partie du livre tout mon parcours jusqu'au début du bouddhisme. Les lectures, les rencontres que j'ai faites, les lectures, vous verrez, il y a plein de... Les expériences que j'ai eues aussi, des expériences de nature un peu exceptionnelle que je raconte dans le livre. J'en ai plusieurs, mais une absolument incroyablement puissante. Je raconte tout ça juste pour dire aux gens... Bon, l'anxiété,
c'est le terreau de nos vies. Il ne faut pas la fuir en se dispersant, en courir à droite à gauche, c'est pas la peine. Essayez de trouver pour vous la solution. Moi, je l'ai trouvée, et dans la deuxième partie du livre, je donne les grandes thématiques du bouddhisme traditionnel. Je raconte un petit peu qu'est-ce que c'est qu'être bouddhiste, c'est quoi les pratiques, comment ça se fait, à quoi ça sert. Voilà, ça c'est un livre qui est à destination du grand public, en tout cas pour la première partie. Et ensuite, s'ils souhaitent faire un parcours bouddhiste, ils peuvent le faire de leur côté. Juste ma question, tu es bouddhiste toi là aujourd'hui encore, ou enfin tu te considères comme bouddhiste au niveau religion? Merci de la question. Je suis complètement envahi de la proposition du Bouddha, de ses textes. Bouddha n'était pas bouddhiste. Je suis profondément connecté au texte de Bouddha. Aujourd'hui, j'ai pris un peu d'écart par rapport à l'institution. Je pourrais parler de l'institution, mais bon, on va pas le faire. Non. Mais bon, j'ai pris un petit peu d'écart parce que je crois que le chemin maintenant, il est à faire. Vous savez, Kalo Rinpoche disait, au début, on a besoin de la forme extérieure, et après, il faut passer au sans forme. Et aujourd'hui, je suis passé plutôt dans la recherche du cheminement, dans l'absence de forme, qui me semble plus adapté à mon état, et peut-être à ce que j'ai envie de transmettre. Okay. Mais je suis très attaché à l'enseignement du Christ. Bouddha a enseigné 40 ans, le Christ 3 ans. Ce qu'a dit le Christ, c'est absolument magistral. Je suis attaché à l'enseignement de Abhinavagupta, qui est un shivaïsme cachemérien. Je suis attaché à l'enseignement de la Gita, à la Bhagavad Gita, qui est une proposition extraordinaire. Aujourd'hui, je trouve que je sens intéressant pour moi et pour mon enseignement d'aller chercher dans toutes les traditions d'abord ce qu'elles font émerger comme moyen, et en même temps découvrir que le but du cheminement, c'est toujours le même. On fait le sommet de la montagne, chacun par son trajet particulier. Donc dire que je suis bouddhiste, oui, je suis raccordé aux enseignements traditionnels, et c'est des enseignements traditionnels que je parle. Mais en même temps, voilà, je suis raccordé au christianisme, je suis raccordé à tous les autres enseignements qui parlent de la même chose et qui nourrissent le chemin que j'ai emprunté, qui est aujourd'hui un chemin qui se différencie un petit peu des formes traditionnelles. Voilà. Je comprends bien le fond, je suis un peu comme ça aussi. J'aime pas... Je vois pas dans un dogme, je vois plutôt tout est bon à partir du moment que ça te parle, et surtout, voilà, ne pas se priver de voir le reste. Dis-moi, tes autres livres, dis-moi, tu nous racontes un peu. Alors le deuxième, de la pleine conscience à la présence du cœur. Vas-y, montre-le. C'est un livre qui est issu d'un travail que j'avais fait sur le Lojong. Le Lojong, c'est une pratique traditionnelle qui était destinée aux moines. En fait, c'est une pratique. C'est un ensemble de pratiques qui couvrent à la fois des éléments de vision. Pourquoi on fait ce chemin? Il pose la question, pourquoi on fait le chemin? Pourquoi on vient s'embêter à se mettre sur un siège et à méditer? Pourquoi on fait le chemin? Donc là, il y a une première description des raisons, des causes qui font qu'on se met au chemin. Et ensuite, il y a une pratique essentielle, qui est une pratique de méditation qui s'appelle Tonglen, qui est un inverseur de mentalité. Alors ça, c'est des pratiques qui sont toujours guidées, qui est un inverseur de mentalité. J'explique ce que veut dire un inverseur de mentalité. Dans la vie ordinaire, on prend ce qui est bon, ce qui nous plaît, et on rejette tout le reste. Ben là, on va s'entraîner à faire le reste, à faire l'inverse. On va prendre ce qui ne nous plaît pas, et on va essayer de donner ce qui est bon. C'est une manière de dessouder en nous cet attachement viscéral à la possession, à l'avoir, à acquérir, à essayer de prendre, à essayer de solidifier notre armure, qui est notre moi, notre ego. Et puis le troisième terme du livre, troisième intérêt du livre, c'est qu'il présente 59 préceptes qui sont des conseils de vie,
des conseils. On est plutôt sur la morale, l'éthique, que sur des choses... Non, c'est très pratique. Tu fais plutôt ci. Voilà, tu as, par exemple, au sujet des peurs, on appelle les démons. Une des propositions, c'est appeler ces démons. Appeler ces démons, c'est appeler ses propres démons, ses peurs en soi, etc. Donc, c'est donner des petites touches comme ça pour essayer de colorer sa vie plutôt de bonne manière que de manière erronée. Partons du principe que quand on n'est pas arrivé au bout du chemin, on est encore plein de défauts, et on l'est tous, et que c'est mieux d'éviter de faire des bêtises qui vont après nous revenir en boomerang, nous suivre. C'est mieux d'éviter de faire des bêtises et plutôt de faire les choses à peu près dans le bon sens. Mais une fois qu'on est arrivé au bout, on n'a plus besoin de rien. Les choses émanent naturellement et on ne fait plus de bêtises. Mais comme ça, il faut du chemin et du temps. Et cette pratique, elle a été mise en place à partir du premier millénaire, lentement, tranquillement, parce que elle avait été constatée comme il était très difficile pour les moines à l'époque de se poser, de savoir pourquoi ils méditaient, à quoi ça sert. Bon, les questions qu'on a aujourd'hui, c'était les mêmes il y a 2000 ans, 1500 ans. Et elles ont été progressivement transmises verbalement. Et puis elles ont été codifiées par écrit quand elles sont arrivées au Tibet au début du XIIe siècle, par Jechekawa. Et ensuite, elles ont été un instrument utilisé dans les centres bouddhistes pour aider les moines à cheminer sur cette pratique de méditation. Le troisième livre, c'est Le courage de vivre. Ah là, c'est un livre... Présente comme ça le livre. Parce que tu devais... Je me cache. Hein. Ah oui, ça fait bizarre. Le courage de vivre. Alors, le courage de vivre, c'est une rencontre que j'ai faite avec un homme qui est extraordinaire, qui était un homme qui a défrayé la chronique dans le monde bouddhiste d'ailleurs, parce qu'il était tout à fait atypique, qui s'appelait Chogyam Trungpa. Alors, le courage de vivre, pour aller vite sur le courage de vivre, c'est affronter ses peurs. Avoir le courage d'affronter ses peurs. C'est ça le courage de vivre. Ne pas laisser ses peurs enfermées sous le couvercle, parce qu'elles vont toujours toquer à la porte. Et tout le parcours nécessaire à faire, c'est d'affronter ses peurs. Voilà. Et le quatrième livre qui vient d'être publié au mois de septembre, qui est l'invitation au voyage intérieur, c'est un livre qui avait pour intention de s'adresser, alors là, tout à fait au grand public. Les deux parties qui sont un petit peu bouddhistes, qui sont des commentaires de deux tankas particuliers qui expliquent la psychologie et le chemin de la méditation, ils ont été mis en annexe du livre. Tout le reste, c'est la description de la société telle qu'elle est aujourd'hui, les dangers qui nous menacent, en tout cas comment la société nous met cul par-dessus tête en permanence avec, avec tout ce qui s'y passe, on ne va pas le détailler là. Et comment on peut sortir de là. Et la conclusion de ce livre, c'est le chemin spirituel. C'est le seul chemin qui va nous permettre de trouver de la modération, de trouver de l'équilibre, de trouver de la joie dans la vie, avec une remarque essentielle, c'est que c'est dans ce monde qu'on vit. Et deuxième remarque essentielle, c'est ce que disait le Dalai Lama, si tu veux que le monde change, commence par toi-même. Commence par toi-même. Voilà le thème de ce livre-là. Super. Au niveau de tes stages, on en a un peu parlé. Tu as un site, j'imagine, quelque chose comme ça ? Oui. Tu nous donneras tout ça. Je mettrai tout en description. Si tu veux me donner ton numéro de téléphone ou quoi, tout sera en description. Si vous voulez le contacter pour... Tu fais quoi ? Tu fais des séances individuelles ou pas du tout ? Non, individuelles, non. Je fais des stages... je fais un stage d'été d'une semaine. D'accord. Là, maintenant, je vais dans le Lot, au Jardin de Safran, qui est un lieu hindouiste. D'accord. Qui est un ashram très sympa, bien. Je fais un stage, alors là c'est un week-end à Karmapa là-haut, à Val-de-Roure, qui apprivoisait la mort, où là pendant 2 jours, jour et soir, on se met au courbouillon autour de ça. Et puis je fais 1 ou 2 cycles MBSR par an, et une fois par mois, le dimanche matin, un atelier d'approfondissement.
avec cette année, ça va être sur la guitare, avec intercalé 2 jours d'atelier d'une demi-journée et une journée en silence. Voilà. Ok. À la demande des gens, hein, c'est ça que j'ai organisé. Bon, en tout cas, vous avez tout en description. Merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là. Je te rappelle quand même qu'il y a la chaîne YouTube avec l'abonnement juste en bas. Ça serait sympa de participer un peu, à partager un peu les vidéos. On a besoin de ça pour faire vivre la chaîne. C'est tout nouveau. On commence un peu à lancer. Et puis voilà, c'est important d'avoir vos retours. Merci d'ailleurs pour ça. Mais c'est bien aussi de partager un petit peu, de s'abonner, c'est sympa. Laisser un petit commentaire aussi, il n'y a pas de souci, nous on répond. Il y a aussi un lien pour s'abonner à la newsletter de Bien dans son être dans la description, où on va vous avertir un peu de ce qu'on prévoit de faire là prochainement, et puis des informations newsletters. Merci beaucoup, Georges, pour ce podcast. On va se retrouver tout de suite, nous on va refaire un autre sujet qui arrivera plus tard sur la chaîne. Et le mot de la fin ? Le mot de la fin, méditer. Méditer, t'as bien médité tout le long. Allez, au revoir.